sur la légalisation du cannabis. J'attends la liste avec impatience puisque cette fake news a été prononcée, y compris par le ministre Darmanin sur des médias, et ça a été vérifié par tout un tas d'experts. Il n'y a aucun pays qui est revenu en arrière. Donnez vos exemples, on prend. Là, c'est pareil, c'est pour que le ministre lui-même puisse décider de fermeture administrative. Enfin bon, là, on comprend le truc, hein. On a bien vu, monsieur le ministre, plan com, on arrive, opération Place Nette, passage sur le JT, TF1, France 2. Avec moi, vous allez voir ce que ça va être, on va tout fermer, c'est terminé, le trafic de stupéfiants. Et hop, 1 an plus tard, un texte de loi pour lutter contre le narcotrafic, parce que bon, bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, franchement, on veut vous éviter. Gérald Darmanin est déjà passé par là. Il s'est déjà ridiculisé. On veut vous éviter de prendre le même chemin, monsieur Retailleau. Mais... Porteur. Défavorable. Défavorable. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Défavorable. Défavorable, bien sûr. Oui. Défavorable. Je vous remercie. Oui, mais bien sûr, allez-y. Bah, monsieur le ministre, c'est pour votre bien qu'on vous proposez ça. Vous dites défavorable. Oui, vous pouvez dire merci. Vraiment, j'ai commencé à avoir un peu d'expérience en matière de ministre de l'Intérieur, bien que je n'y suis toujours pas allé par mes propres moyens. Mais enfin, j'en ai vu passer quelques-uns successivement qui m'ont raconté la même chose sur une espèce de disque rayé. Et donc moi, je veux vous protéger. Vous avez une campagne interne en plus à faire. C'est pas le moment de vous disperser. Voilà. Voilà. Gérald Darmanin fait déjà le job. Il a déjà pris tout l'espace du temps de parole en début de semaine pour bien vous ne pas se faire voler la vedette, on va dire ça dans ce sens-là. Voilà, juste à un moment donné, ayez cette finesse, y compris de tactique pour vous-même. Évidemment, nous sommes opposés à la réintroduction de ce dossier coffre ou PV distinct, pour dire aussi que concrètement, dans le réel, parce qu'il y a une confusion qui est tout le temps faite, quand on vous entend sur la protection des enquêtrices et des enquêteurs qui feraient ces techniques d'investigation particulières, vous dites que ça les met en danger. Comme si la personne soupçonnée, qu'on met sur écoute ou dont on pose une balise sous sa voiture, était au courant dans le dossier pénal, par le biais de son avocat, au moment où la mesure est posée. Et qu'elle avait accès au dossier à ce moment-là. C'est pas de ça dont on est en train de parler. La mesure est terminée, l'enquête est terminée, et donc on va donner les éléments de l'enquête à la partie adverse, à la défense en l'occurrence, et ensuite ils pourront contester que le micro qui a été posé ce jour-là a entendu ça, bah oui, mais en fait, c'est pas possible parce que ce jour-là il était ailleurs, ou je sais pas quoi. Enfin, le débat judiciaire sur le fait est-ce que la preuve en est une véritablement. C'est de ça dont on est en train de parler. Et donc ayez au moins l'honnêteté de dire que ça pourrait mettre en danger ceux qui ont posé ces moyens a posteriori, ou plus tard, ou dans une autre enquête, mais c'est pas le même débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet numéro 1 qui est mis en avant sur les problématiques de sécurité des enquêtrices et des enquêteurs. C'est pas ça le sujet numéro 1 qui est mis en avant. Vous en faites ce dossier coffre un élément de défiance envers la profession des avocates et des avocats, ça a été dit. Je rappelais l'autre jour, justement, les propos tenus par messieurs Retailleau et Darmanin, dans la même veine de ces magistrats qui ont dénoncé les 50 avocats, la liste des 50 avocates et avocats complices des narcotrafiquants, voilà, sans avoir donné d'éléments de preuve. Soit il y a des éléments, vous faites des enquêtes avec les bâtonniers et on avance, mais vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur toute une profession sous couvert de la protection des enquêtrices et des enquêteurs pour mettre des choses dans un PV à part. Voilà, ce n'est même pas efficace. Ça, c'est repris, mais ça a été un peu évoqué par monsieur le ministre. Mais il y a déjà aujourd'hui des mesures qui permettent de protéger les enquêtrices et les enquêteurs, l'anonymisation de ces enquêtrices et enquêteurs dans la procédure, et pour les témoins, vous pouvez déjà anonymiser le témoignage, etc. Donc justement, ça existe déjà, et c'était dit même pour la géolocalisation. Donc la question qui se pose, c'est vraiment quel est l'objectif final, vu que on peut déjà atteindre ce but par d'autres moyens déjà présents dans la loi. Je repose ma question. Est-ce que, dans le cas de figure d'une enquête, un micro a été posé, il n'a rien donné qui vont pouvoir être à charge envers les personnes suspectées dans le dossier. Néanmoins, ces micros ont permis d'entendre des choses qui pourraient être intéressantes dans l'absolu pour nos services de renseignement. Est-ce qu'il sera possible de mettre dans le procès-verbal distinct ces éléments, puisque par construction, toute pose de technique spéciale d'enquête est dangereuse au vu de la nature de la mesure,
de sorte à ce que ça ne soit pas versé au dossier dans son intégralité et que ça puisse néanmoins être utilisé par les services de renseignement, par les voies de transmission qui sont prévues à d'autres articles du même texte. Je pose vraiment cette question fondamentale parce que à ce moment-là, on parle complètement d'autre chose, au-delà de notre opposition, même sur le principe du fait qu'on soustrait des éléments au dossier, parce qu'y compris, même quand ce n'est pas intéressant au dossier, ceux qui sont mis en cause doivent aussi pouvoir mobiliser des éléments à décharge. Et il est vrai que dans une enquête, même si elle est censée être faite à charge et à décharge, elle est globalement plutôt faite à charge, et je comprends l'intention évidemment. Je terminerai, Monsieur le Président, en quand même rappelant les propos du ministre au Cas de vérité sur France 2, au Cas de vérité, hein, c'est pas n'importe où, le 28 janvier dernier. Monsieur le ministre a déclaré: si vous versez ces techniques d'enquête au dossier, des avocats, tous ne sont pas bien intentionnés, notamment ceux qui défendent les mafieux, verront les techniques d'enquête. Et après, on va me dire qu'il n'y a pas de défiance envers les avocats, qui d'ailleurs sont complices parce qu'ils défendent les mafieux, même pas parce qu'eux commettraient des infractions. Enfin, je veux dire, c'est inacceptable de tenir des propos pareils, qui ont d'ailleurs été réitérés. Je prends celui-là parce qu'il est le plus clair et le plus évocateur. Mais enfin, ça ne fait aucun doute, en tout cas sur votre intention à vous, qui n'est pas celle du tout de protéger les enquêtrices et les enquêteurs. Par les collègues, et je voudrais insister effectivement sur le caractère arbitraire des mesures qui sont là, parce que données à l'autorité administrative sur la base, pas de condamnation, mais de potentielle suspicion. C'est le principe de l'arbitraire, hein. Étant entendu que dans le cas inverse, c'est-à-dire d'éléments avérés d'une procédure judiciaire, le juge judiciaire peut déjà prononcer ces mesures-là dans le cadre qui est le sien, c'est-à-dire garant des libertés individuelles au titre de l'article 66 de la Constitution. Et je pense que c'est important, quand on procède à des restrictions de liberté ou des privations de liberté, que ce soit un magistrat de l'ordre judiciaire qui prononce ces éléments. Et donc on voit bien qu'on rentre là dans autre chose. Étant entendu d'ailleurs que sur les questions de troubles à l'ordre public, il y a déjà des prérogatives qui sont très larges données au préfet. Alors, troubles à l'ordre public en général, et pas en particulier liés au trafic de stupéfiants. Donc en plus, ça met des éléments difficiles à prouver. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi? On va dire tel jeune, on pense qu'il est dans le trafic de stupéfiants, il va avoir une note de la préfecture disant on l'a vu tel jour, telle heure, avec d'autres gens qui ont déjà été condamnés par le passé. Et sur cette base-là, on va pouvoir potentiellement l'éloigner un mois. Mais je veux anticiper un élément. Vous allez nous dire que le droit au recours effectif, il existe, puisque la personne pourra saisir le tribunal administratif en référé à liberté ou sur un recours au fond. Mais en fait, l'office du juge administratif, y compris dans le cadre d'un référé à liberté, n'est pas le même que sur un recours au fond, déjà premièrement. La mesure n'est pas suspensive, de toute façon. Et donc, la personne sera concrètement éloignée ou le bailleur sera concrètement obligé d'aller suivre la procédure le temps que le magistrat se prononce. Et en réalité, on va retrouver sur des zones de contentieux, en plus de l'arbitraire que cela suggère, parce que ça va retomber toujours sur les mêmes personnes dans les quartiers populaires. C'est de ça dont on est en train de parler. Et à la fin, on se demande quel est véritablement le lien avec le haut du spectre. Surtout sur l'interdiction, le fait de dire aux bailleurs, vous m'expulsez ces personnes, à moins que vous ayez des contacts avec des bailleurs à Dubaï, ça risque de ne pas être très opérant sur le haut du spectre. On se parle, la police nationale déploie une stratégie qu'eux-mêmes appellent de harcèlement des points de deal. Okay, ça a été rappelé par différents collègues de différentes manières. Comment ça se matérialise, notamment par les brigades anticriminalité ou les BST qui viennent occuper le terrain et aussi, surtout, faire des contrôles d'identité, répéter, essayer justement par tous les moyens. Voilà. À partir du moment où l'État lui-même appelle une politique de harcèlement qui est censée dans notre code pénal être un délit, je m'interroge sur la pertinence. Mais je mets ça de côté. Les gens des quartiers populaires où se passent ces techniques de harcèlement, des points de deal, à la fin, dans ces quartiers populaires, nous faisons des meilleurs scores que toutes les autres organisations politiques ici présentes. Donc, est-ce que vous pensez que ces gens-là se seraient trompés de bulletin de vote? J'imagine que vous le pensez, mais moi je ne le pense pas, parce qu'eux-mêmes font le constat de l'échec de cette politique. De l'échec de cette politique répressive, parce que comme l'ont dit différents collègues, celui qui est viré est remplacé dès le lendemain, et celui qui est contrôlé de manière injuste ou injustifiée le subit aussi comme une violence qui dégrade les relations police-population et font monter les tensions.
Donc, on perd sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème et on dégrade la relation police-population. C'est pourquoi il faut faire différemment et arrêter cette politique répressive, revenir à une police de proximité, à la légalisation et à la prévention. Oui, bon, ce sont des amendements de repli pour essayer d'atténuer la portée, évidemment, du dispositif et pour cause, parce qu'à partir du moment où on est sur des soupçons, en tout cas on peut mettre en œuvre le dispositif sur la base de soupçons et donc on ne fait plus l'effort d'apporter des preuves formelles dans un cadre procédural qui garantit le contradictoire et tout ce qui va avec, on prend le risque d'augmenter à la fois l'arbitraire mais surtout l'injustice. Et en réalité, ces injustices, à répétition, vont être aussi le ferment de comportements qui vont remettre en cause l'État, la puissance publique, dans son autorité parce qu'elle n'est pas capable d'être juste. Et donc on sait que respecter les principes fondamentaux, ça concourt en réalité à la paix civile, à la concorde, et que mettre en place des mesures comme celle-là peut être une mesure finalement d'escalade dans les tensions qui préexistent déjà dans les quartiers populaires, parce que je suis sûr qu'il n'y aura des interdictions de paraître que dans les quartiers populaires. Enfin, je vous mets un billet sur la table. Et puis j'avais d'ailleurs dit en commission des lois qu'il y avait une corrélation entre le nombre de contrôles d'identité au faciès qui sont faits chez les plus jeunes et ensuite leur tendance à surconsommer de l'alcool et de la drogue. Il y a eu 2 études à 2 ans d'intervalle dans 2 pays différents, États-Unis et Angleterre. Je l'ai envoyé à tous les collègues de la commission des lois parce que moi je pense que c'est important de pouvoir aussi s'intéresser aux sciences humaines, aux sciences sociales, à la science en fait en général pour pouvoir éclairer nos débats. Et donc ces études ont prouvé que plus on subissait des contrôles d'identité au faciès, plus on avait une tendance à consommer de la drogue et de l'alcool. Donc vraiment, je le dis très sérieusement, faire en sorte que l'autorité de l'État soit respectable pour qu'elle soit respectée, il faut que ce soit fait dans un cadre qui soit juste et contradictoire et qui respecte les grands principes et notamment qu'on ne puisse pas faire des interdictions de paraître sur des gens qui sont simplement suspectés. Voilà, c'est cette rigueur qui me semble être importante de défendre dans son efficacité, encore une fois, je le redis. On va soutenir cet amendement de repli et je vais quand même prolonger les sources pour que les collègues puissent vraiment s'y intéresser. Alors, je vous les ai envoyés à la commission, pendant la commission, vous l'avez tous sur vos boîtes mail, hein, ça fait déjà 2 semaines, parce que je cite mes sources, moi en l'occurrence. La première étude qu'a cité mon collègue Léaumont que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'Académie nationale de sciences des États-Unis. Voilà, donc, petite référence. Et celle sur l'Angleterre, j'ai pas envie de mal parler anglais et ma professeure d'anglais du lycée bon bref, serait déçu si je parlais pas correctement. Mais c'est pour le coup, c'est pas que sur les jeunes noirs ou latinos. Là, c'est pour tous les jeunes. L'étude en Angleterre qui conduit à la même conséquence et qui a une intensité supérieure dans les consommations d'alcool et de stupéfiants liées au contrôle de police. Et en fait, la science, elle permet de faire ces corrélations. Et c'est parce que c'est une corrélation qu'il le donne comme un résultat scientifique. Après, vous pouvez ne pas l'entendre, ne pas le comprendre, etc. Mais en fait, c'est le principe de la science, c'est qu'ils font une étude, une enquête, ils font une démonstration. Et c'est d'autant plus vrai que ça a déjà été démontré que les relations police-population et la perception de l'injustice qui est subie dans le fonctionnement à leur égard de la part des institutions nourrit un rapport en fait, qui est déséquilibré vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis de la loi. Et donc on respecte moins le cadre. C'est pour ça qu'on vous dit que quand on respecte les gens, qu'on est dans le cadre dans un état de droit, etc., c'est plus efficace, y compris pour faire respecter la loi et le droit en général, parce que les gens, ils consentent plus facilement parce qu'ils ne le ressentent pas comme étant un état de droit injuste. Voilà, c'est la démonstration qui est faite. J'essayais de vous faire ça par le biais de la science, parce que voilà, je me dis, quand nous on parle, vous ne croyez pas, peut-être que vous croyez la science et les scientifiques, mais bon, si même la science ne vous parle pas, moi je ne peux plus rien pour vous. C'est un amendement effectivement qui vise à supprimer ce qui a été rajouté sur l'information des maires, l'information systématique des maires pour les personnes qui pourraient être poursuivies sur la base de trafic de stupéfiants. Voilà. Je pense que la séparation des pouvoirs, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le maire, qui représente d'abord et avant tout un exécutif local, ne soit pas informé de toutes les procédures judiciaires en cours sur le territoire qu'il concerne. Il y a déjà des cadres de discussion qui sont prévus entre l'autorité judiciaire et les exécutifs locaux et la préfecture pour avoir ces échanges-là. Les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, par exemple, en sont une belle illustration. Et c'est suffisant d'en rester là. Et j'entends les arguments en plus qui nous sont donnés en disant « oui, mais le maire, il est aussi officier de police judiciaire ».
Oui, mais enfin, les officiers de police judiciaire, y compris à l'intérieur des services de police, quand ils mènent une enquête, ils n'ont pas à connaître de l'enquête de leurs camarades d'à côté, qui est requis aussi par le magistrat. Les choses sont cloisonnées, et encore heureux, c'est comme ça s'appelle le secret de l'enquête ou le secret de l'instruction quand on est en information judiciaire. Donc, je comprends le fait de se dire, oui, mais le maire doit savoir tout ce qui se passe sur sa commune. Eh ben non, pas nécessairement, parce qu'après, sinon, on peut avoir des comportements qui deviennent soit des fuites, soit des logiques discriminatoires, soit des pressions qui sont mises aussi sur l'élu local. Donc ça le met en situation de risque à tout point de vue, sans jamais régler le problème concerné. Donc nous pensons que ces alinéas sont superfétatoires, à tout le moins, sinon dangereux. Et on voit bien là la patte sénatoriale, finalement, de se dire on est au Sénat, on est les représentants des élus locaux, et donc il faut aussi qu'il y ait un peu quelques petites choses pour eux dans ce texte sur la lutte contre le narcotrafic, qui est pourtant, je le rappelle, normalement à l'initiative, à l'origine, censé se concentrer sur le haut du spectre. Nous n'y sommes pas du tout. Sur les fermetures administratives préventives d'un certain nombre de commerces. Donc ça a été déjà, le sujet a été déjà évoqué lors des explications à l'article, évidemment. Et là, effectivement, on rentre dans une logique de soupçon, comme on a vu tout à l'heure sur les interdictions de paraître pour les individus. Là, on est sur les commerces. On nous a dit, c'est Monsieur le ministre d'ailleurs, il dit oui... une boucherie halal. Ah pardon, vous n'avez pas dit halal. Ah pardon, c'est pas vous. C'est le Rassemblement national qui a dit la boucherie halal et les barbiers, je sais plus quoi. Mais barbiers et les bar à chicha, pardon, bar à chicha. Ouais, bar à chicha. Enfin voilà. Les bar à chicha. Ah c'est l'UDR, pardon. Ouais, je confonds, excusez-moi, je vous confonds. Et c'est bien ça le sujet, c'est qu'avec vous, on rentre tout de suite dans les caricatures et dans les clichés, parce que quand on est sur le soupçon, qui on soupçonne, eh ben, souvent ceux sur lesquels on a des préjugés. Et vous semblez avoir beaucoup de préjugés. Sachant que les grands circuits de blanchiment qu'utilise le haut du spectre du narcotrafic, c'est pas la boucherie du coin, c'est pas l'épicerie du coin, c'est pas le bar à chicha du coin, c'est pas ça. Ça, c'est des lessiveuses de petite envergure. Pour lesquels, si vous dites tout le monde sait, alors il est urgent de faire une enquête judiciaire avec la police, suivie par l'autorité judiciaire, par des magistrats, de sorte à ce que l'on présente les responsables devant la justice et que l'on ne ferme pas temporairement leur commerce, mais définitivement, comme le prévoit le code pénal. Voilà ce qu'il faut faire et ce que nous devons faire. Donc si vous voulez faire des fermetures administratives qui, en plus, juste du point de vue du trouble à l'ordre public, sont déjà possibles à la main du préfet. Donc vous voulez effectivement faire des amalgames, stigmatiser sur la base du soupçon, ce sera sans nous. On est effectivement favorable à cet amendement du gouvernement, mais on s'interroge quand même parce qu'en fait, la procédure dans laquelle on se trouve d'une proposition de loi, on voit que vous ajoutez ça à ce moment-là du texte et on y est favorable, on va voter favorablement, mais ça repose la question effectivement de ce qu'on a bien couvert tous les périmètres de la lutte contre le blanchiment et la prévention et les obligations déclaratives qui doivent être faites effectivement à Tracfin en cas de soupçon. Parce que j'avais rendu un rapport avec Jacques Maire à l'époque 2018 et puis un rapport d'application 2019 sur ce sujet et on avait quand même une liste assez longue des secteurs qui n'étaient pas soumis aux obligations déclaratives. Alors ça s'est modifié au fur et à mesure, j'ai essayé de suivre moi-même au détour des différents textes, mais du coup, voilà, la question se pose quand même de est-ce qu'on n'oublie pas encore là des secteurs qui pourraient être concernés, les objets, les ports francs par exemple pour les ventes d'objets d'art, c'est une question, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, il me semble que c'était censé devoir être couvert, mais c'est un endroit quand même où il y a un petit peu de blanchiment potentiel. Et je tiens à dire d'ailleurs que le fait de soumettre à ces obligations de déclaration de soupçon, c'est aussi parce que les sous-évaluations ou les surévaluations de biens, c'est aussi pour faire des donations de son vivant dans un certain nombre de familles pour pouvoir contourner les droits de succession qui devraient être perçus par l'administration. C'est une fraude quand même qui est assez classique dans les milieux aisés, sans pour autant avoir de lien avec, en tout cas je crois, avec le narcotrafic. Mais donc du coup c'est bien qu'on avance là-dessus sur ces obligations déclaratives. Autant je peux être d'accord sur le fait que ça ne sert à rien de faire une liste à l'après-vert des services de l'État qui peuvent avoir en affectation des biens qui puissent être confisqués, enfin qui sont confisqués, puisque
par construction, à partir du moment où ils sont confisqués ces propriétés de l'État, qui peut se les réaffecter comme il le veut. Donc ce point-là, on va tomber d'accord. Mais sur le reste, c'est pourquoi on n'a pas soutenu l'amendement de suppression, parce qu'il y a quand même cet enjeu de prioriser au sein de la grâce. Bien sûr, c'est déjà possible l'affectation sociale, on l'a voté dans les différentes lois successives. Et là, c'est de se dire que voilà, on avait mis en commission peut mettre. On avait vu que c'était passé comme ça, mais là, c'est met en priorité, c'est un cran supérieur pour que dès le départ, la grâce ait en ligne de mire cet objectif politique, sociétal, d'affectation de ces biens confisqués en priorité aux associations, aux collectivités, de sorte à ce qu'on rende à la société, évidemment, ce qui a été acquis. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation de transmettre aux collectivités ni aux associations. Ça veut dire qu'en tout cas, on fait ça. Quand on a le choix entre affecter au sein de l'État ou affecter à une association, eh ben, on préfère affecter à une association. Et c'est le fait de se mettre dans cette logique, dans cette ligne de mire, immédiatement, dès le début de la réflexion sur la destination des biens. Évidemment, on a ajouté, et peut-être c'est de la gourmandise, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va au-delà des biens immobiliers, mais avec les biens mobiliers également. Voilà.